installé à la tête de l'État du Burkina Faso le jeune capitaine qui, bien sûr, ne parle pas beaucoup, mais agit, est aussi déjà en train de quitter Paris. Le capitaine Ibrahim Traoré est donc parti pour sa première sortie officielle au Mali. Il a été accueilli au bas de la passerelle par son aîné, Assimi Goïta, arrivé au pouvoir par le coup d'État en août 2020, et qui, lui, depuis cette période-là, n'a pas pris d'avion, est resté chez lui, attend qu'on vienne le consulter comme s'il était désormais la nouvelle boussole de la politique anti-française en Afrique. Après Doumbouya de la Guinée, voilà donc aussi un nouveau qui arrive en treillis et qui est accueilli avec toujours cette envie que les deux pays se rapprochent de la Russie. On le sait bien que après que son prédécesseur ait été renversé, Damida, le lieutenant-colonel, eh bien, le nouveau chef d'État burkinabé a vu la Russie se lever et demander un rapprochement envers la Russie. Au départ, il a dit, il n'en est pas question. Et puis, on a constaté que ces derniers temps, son Premier ministre a eu à redresser la courbe, ou plutôt à bifurquer, en disant que selon maintenant ce qu'on va voir sur le terrain, on pourrait réajuster des accords et trouver d'autres partenaires, voire renforcer des partenariats avec la Russie. Cette déclaration a fait sursauter non seulement Paris, mais aussi Washington. Et pour rejoindre l'acte à la parole, il a donc eu un entretien privé avec Assimi Goïta, tout en rappelant que c'était dans ce qu'on pouvait appeler le réchauffement de ce qu'on peut appeler l'accord bilatéral ou encore une collaboration pour qu'ils puissent lutter ensemble, non seulement contre l'État islamique, mais aussi Al-Qaïda, le terrorisme étant devenu l'ennemi commun qu'il faille combattre en tant que pays voisin en commun. Dénominateur commun, tous y sont en commun, tous y sont en tenue. Dénominateur commun, depuis un certain temps, le Mali emploie aux attaques terroristes à tourner le dos à la France qui y était depuis 2013 et qui n'a pas réussi à pouvoir vaincre le terrorisme. Le Mali a donc chassé pratiquement la France et a fait appel aux instructeurs russes, pratiquement ceux qui sont avec Wagner, qu'on traite comme étant mercenaires. La France et le Mali sont donc à couteau tiré, les relations sont brisées et c'est à cet instant-là que le Burkina Faso arrive pour dire qu'ils vont trouver des moyens pour se battre ensemble. L'ami de mon ami étant mon ami, on peut donc imaginer que par transition, la Russie, qui se bat aux côtés du Mali, à qui il a déjà offert d'ailleurs une certaine artillerie militaire, va donc s'introduire aussi au niveau du Burkina Faso. C'est aussi simple que bonjour. Et d'ailleurs, ce n'est pas Paris qui a vite agi, qui a vite réagi,
mais plutôt les États-Unis, puisque immédiatement, dans les accords commerciaux concernant la loi, où les pays africains, dit-on, peuvent avoir des avantages douaniers par rapport à leurs produits qui sont exemptés de frais de douane, eh bien, les États-Unis, immédiatement, à l'annonce de cette visite, ont décidé de retirer le Burkina Faso de ces accords. Bref, il n'y aura plus d'aide. C'est déjà donc directement l'épée de Damoclès pour dire maintenant au Burkina Faso, tu vas avec la Russie, on te coupe les vivres. Tu vas avec la Russie, tu deviens comme le Mali. On te combat et on te combattra. Le cycle est là, sauf que l'histoire est en train aussi de se répéter, puisque actuellement, ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, devrait aussi faire au moins qu'on réfléchisse du côté occidental. Les accords entre le Mali, les pays frères, le Mali et le Burkina Faso, devraient-ils être interdits? Que non. Ils devraient plutôt être renforcés. Puisque on ne comprendrait pas pourquoi est-ce que l'ONU peut venir intervenir en Afrique, la France peut venir intervenir en Afrique à travers la force Barkhane et tout ça, et puis les pays africains eux-mêmes n'ont pas la possibilité d'aller intervenir dans d'autres pays africains. Et pourtant, l'ONU, depuis un certain temps, et particulièrement, pratiquement depuis les années 1990, a commencé à introduire les troupes africaines pour aller intervenir sur d'autres champs de bataille. Même au Kosovo, les troupes africaines y étaient. Et en 2015, pratiquement, l'ONU a réorienté de telle sorte que, à partir de 1994, les troupes africaines ont eu à intervenir, par exemple, non seulement en Somalie, mais aussi au niveau du Rwanda. Quand on voit donc les troupes africaines aujourd'hui, elles peuvent combattre elles-mêmes. Oui, elles peuvent combattre le terrorisme. On n'aura pas besoin forcément de la France, puisque les troupes africaines l'ont démontré. Lorsqu'on essaie même de regarder ce que l'on appelle l'OMP, c'est-à-dire que ils appellent ça comme une sorte d'organisation pour aller intervenir à l'étranger, on se rend compte que les pays africains donnent plus de troupes à l'ONU que beaucoup de pays européens. Et d'ailleurs, sur les 121 pays qui donnent les troupes à l'ONU pour le maintien de la paix, eh bien, on va se rendre compte que sur les 21 premières places, eh bien, les 17 pays africains sont dedans. Et d'ailleurs, le Burkina arrive en 4e position pour les effectifs, c'est-à-dire que les hommes de son armée qui vont intervenir ailleurs. Pourquoi ne pourrait-il pas alors aller intervenir au Sénégal? Pourquoi ceux du Sénégal ne pourraient, enfin, au Sénégal, ou d'ailleurs, pourquoi ceux du Mali ne pourraient pas aller intervenir au Burkina Faso? Ceci permettra au moins à l'Afrique de pouvoir être souveraine. Peut-on prétendre être souverain si déjà il faudra aller prendre des Européens, des Américains, pour venir se battre contre les terroristes chez soi? Non. Ça n'aura pas de valeur. Cela voudrait tout simplement dire que on continue à être un esclave et on attend que d'autres viennent nous sauver. Certes, le Mali n'a pas une grande armée. Certes, le Burkina n'a pas une grande armée. Mais comme je l'ai dit, les armées africaines, lorsqu'on regarde leur contingent à l'ONU, sont celles-là qui fournissent le plus grand effectif derrière le continent asiatique. Ces armées ont donc des possibilités de pouvoir s'unir. Et c'est aussi pour nous une
l'occasion de dire que c'est ce qu'on appelle aussi le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas de rester dans son petit espace et de dire que je suis indépendant et ne plus avoir besoin du voisin. Il faut regarder ce que les Européens font. Ils parlent d'une seule voix et ils interviennent avec la même voix. Il faudrait donc que les États africains puissent également agir de la sorte. Le continent africain, c'est 54 États avec 166 frontières, où d'ailleurs j'ai eu à le dénoncer encore ici, quand on voit ne serait-ce qu'à la CEMAC, vous avez un passeport, eh bien on vous dit non, c'est fermé, vous ne pouvez pas entrer, comme la Guinée équatoriale qui vient de bloquer encore ses frontières. Comme si demain ou après-demain, lorsqu'il y aura des malheurs en Guinée équatoriale, l'armée camerounaise ne pourrait pas aller les aider. Et pourtant, cette Guinée équatoriale, comme je le dis souvent, même les fonctionnaires étaient payés par l'État du Cameroun. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le Mali et le Burkina, en se tenant main dans la main, sont donc en train de montrer un autre exemple qu'on peut bien faire quelque chose sans compter forcément aux autres. Mais cependant, je devrais relever quelque chose, à savoir que je ne serai jamais d'accord qu'après la France, ce soit les Chinois qui soient les maîtres en Afrique. Après les Chinois, ce sont les Russes. Après les Russes, ce seront les Brésiliens. Après les Brésiliens, ce seront les Argentins. Après les Argentins, ce seront tels. Après même, il y a les Vénézuéliens qui sont en train d'arriver en vitesse. Après, il y a même les Pays-Bas qui sont en train d'arriver. Après, il y aura ceci et cela. Mais non! Il faudrait que l'Afrique soit capable elle-même de s'assumer sur le plan de la sécurité et sur le plan alimentaire. Oui, j'ai regardé et j'ai applaudi, comme beaucoup d'autres, cette générosité de Vladimir Poutine, de dire qu'il va offrir maintenant au Mali 30 000 tonnes de blé. Ah oui, qu'il va aussi offrir 60 000 tonnes de carburant, ou même encore quelques milliers de tonnes d'engrais. Oui, j'ai applaudi. Et puis j'ai applaudi, comme vous, parce que Vladimir Poutine, avec la Russie, ont promis aux pays pauvres africains de nous donner 500 000 tonnes de blé. Mais soyons sérieux. Sommes-nous des mendiants? Avons-nous besoin jusqu'à présent d'aller mendier le blé à l'étranger, en Russie, en Ukraine, avec nos dirigeants africains? Avons-nous besoin de ça? Mais non. Il faut des vrais accords bilatéraux. Il faut ce qu'on appelle du gagnant-gagnant et non de l'assistance éternelle. Les Africains ne sont pas des enfants. Nos dirigeants doivent cesser d'aller mendier de la nourriture à l'étranger. Le pays de Thomas Sankara a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le pays de Thomas Sankara n'a pas eu besoin d'aller mendier la nourriture en Russie, en France, en Allemagne et partout. Comment allons-nous expliquer à nos enfants que nous avons le plus grand continent avec 70% des terres arables du monde? Et nous partons mendier la nourriture chez ceux qui n'ont même pas de terre. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? N'est-ce pas un échec? Oui, Thomas Sankara était un homme en tenue. Mais il a mis la politique agraire devant. Mais regardez les chefs d'État africains.
Les accords de Maputo datent de 2003. Et ces accords de Maputo, les responsables, les dirigeants africains s'étaient engagés à investir 10% de leur budget dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas 5 pays africains qui investissent ne serait-ce que 7% dans l'agriculture. Comment peut-on diriger les gens qui ont faim? Puisque c'est tellement clair. L'Afrique, selon les statistiques, est capable de nourrir 9 milliards de personnes en 2050 grâce à ces terres. Mais nous partons maintenant danser le bas la terre devant la Russie, devant l'Ukraine, devant Paris, pour du blé, pour des engrais, à cause de nos dirigeants. Vous vous rendez compte que nous avons la plus grande forêt après l'Amazonie, donc avec le CO2 et tout. C'est là le vivier, le poumon de l'oxygène. Mais curieusement, les chefs d'État africains nous disent qu'on ne peut pas, et ils s'alignent derrière les Européens qui leur disent, bon attendez, vous ne pouvez pas utiliser beaucoup d'engrais par rapport à ceci et cela. Et ils utilisent les engrais. On se retrouve donc avec une agriculture artisanale. Alors que partout en Europe, l'agriculture est mécanisée. On préfère plutôt acheter les 4x4 pour les sous-préfets, les 4x4 pour les préfets, les 4x4 pour les grands fonctionnaires, les 4x4 ici et cela, sans route ni rien. L'agriculture est archaïque, rudimentaire. Et on va mendier du blé en Russie. On va mendier du blé. On attend des accords. Et ça, je ne peux pas être d'accord. Parce que cette Afrique-là ne peut pas s'en sortir. L'Afrique, nous dit-on en 2040, aura 2 milliards de bouches à nourrir. Mais, si, il faut compter sur la Russie. Donc la Russie, Poutine va abandonner les siens pour venir nous distribuer la bouillie. La Russie viendra nous distribuer les patates. Alors que nous avons des possibilités de pouvoir cultiver notre manioc sur de très très belles terres. Et puis, il y a toutes ces matières premières qu'aucun pays au monde ne peut avoir. De l'uranium en passant par le diamant, de l'or en passant par le cobalt, en passant par l'alumine, la bauxite et tout. L'Afrique est en tête partout. Mais on ne parvient pas à y arriver. On continue à être comme des bébés. Et c'est pour cela que ceux qui viennent chez nous ne peuvent pas nous respecter. Parce que quand vous avez faim, la main qui demande jamais ne peut gifler. Aujourd'hui, l'Afrique retombe sur des hommes en treillis. Ce n'est pas la première fois. C'est une série. L'histoire se répète. Rappelez-vous, et d'ailleurs, en Afrique du Sud, de l'Ouest, on a déjà eu cette série de coups d'État. Parce que les peuples en avaient ras le bol et les militaires étaient obligés d'agir. 2008, coup d'État en Guinée. 2010, coup d'État au Niger. 2012, coup d'État au Mali. 2014, coup d'État au Burkina Faso. 2015, encore coup d'État au Burkina Faso. Et regardez comment ça s'enchaîne au Mali et au Burkina Faso aujourd'hui. C'est parce que l'Afrique, nos dirigeants sont incapables
non seulement d'amener un peu de prospérité, mais de donner au moins à manger. Comment peut-on imaginer que 70% d'Africains, de jeunes Africains, selon la FAO, vivent avec moins de 2 dollars, moins de 2 dollars par jour? C'est pour cela que les djihadistes ont le vent en poupe. C'est pour cela que une jeunesse qui n'a pas d'avenir est obligée de prendre des armes, d'aller se faire recruter auprès de Boko Haram si elle ne peut pas entrer dans l'armée, ou alors au niveau de l'État islamique, Al-Qaïda et tous les groupes terroristes. Tout ceci, c'est parce que le peuple africain a faim. C'est parce que la jeunesse a faim. Et parce que les vieillards ont tout confisqué, comme les billards. Et qui mènent cette jeunesse-là avec des pains sardines. Et ils applaudissent. Combien sont-ils là pour chanter Paul Biya, qui sont capables de tuer parce qu'ils auraient eu juste un morceau de tissu, une sardine, un morceau de pain, au lieu de dire le changement c'est maintenant. Au lieu de dire qu'il faut maintenant en finir avec ces anciennes méthodes et cette ancienne politique. Mais si les civils ne parviennent pas, si la jeunesse ne parvient pas à renverser le cours des choses, eh bien, ne nous plaignons pas des militaires qui viendront finalement accaparer les palais présidentiels.